Voilà, voilà, je pense que nous sommes en direct, donc je vous souhaite la bienvenue à tous sur la page Thierry Darblay, donc la page sur laquelle on parle du corps, mais surtout on parle aussi de l'esprit, parce que finalement, ça sert à quoi d'avoir un corps sain si notre esprit, finalement, on le comprend pas et aujourd'hui, j'ai des gens absolument extraordinaires à vous présenter, donc on va attendre un peu que les gens arrivent, il y a déjà deux personnes, il y a déjà huit personnes qui sont avec moi ce soir. Donc, si vous m'entendez bien, si le son est OK, 17 personnes, 20 personnes, c'est merveilleux. Je pense que le sujet du soir va intéresser beaucoup de monde. Donc, il y a déjà 23 personnes, c'est super. Donc, si le son est OK, salut Marguerite, un gros bisou Marguerite. Donc, merci pour le petit message, Marguerite. Donc, si le son est OK, les amis, un pouce bleu ou un gros cœur, comme ça. Ouais, ça c'est un cœur à l'envers. On va faire un cœur comme ça. Voilà, un gros cœur pour me dire que le son est OK. 36 personnes en live, c'est merveilleux. Salut Virginie, salut Virginie. On va parler d'un sujet passionnant ce soir parce que moi, c'est un sujet qui me fait un peu peur. Parce que dès que j'entends le mot couple, bah, dans ma tête, ça fait un peu peur. Tu vois, moi, j'associe le mot couple à perte de liberté, à des choses comme ça. Et pour être tout à fait honnête avec toi, c'est que j'ai rarement vu des gens en couple épanouis et heureux. Et ce soir, je crois qu'on a avec nous un couple qui est épanoui et heureux. Salut Cédric. Donc, il y a du monde qui arrive. On est déjà 45 personnes, donc c'est merveilleux. Je vous rappelle qu'on parle de relations de couple et pourquoi, parfois, et peut-être même souvent, les relations de couple sont compliquées. Donc, ce soir, je vous présente les auteurs. Donc, je ne sais pas si tu vois le livre, l'auteur du livre Moi et moi-même. Donc, Bonsoir Huguette. Coucou Huguette. Coucou Gilène. Salut Laurence. Donc, si le thème de la relation de couple vous intéresse, si vous aussi vous rencontrez des fois des frictions, peut-être, hein, je ne sais pas, dans votre couple, ben, restez connectés avec nous ce soir parce que on a des clés à vous apporter. Donc, avant d'aller plus loin, salut Sylvie, je vais simplement vous lire un peu ce qu'on trouve dans le bouquin des auteurs qui vont être avec nous ce soir d'ici quelques instants. Donc, Bruno et Prabha ont écrit ce livre et ce livre expose justement l'enseignement de Prabha Calderon et Bruno Maillard qui s'appelle l'auto-questionnement selon l'approche quantique non duelle. Donc, cette pratique permet la déprogrammation des systèmes de croyances et de convictions génératrices de la souffrance et du malheur. Intéressant. Elle permet de constater comment nous plaquons sur ce que nous appelons la réalité des vieilles croyances à propos de nous-mêmes, des autres et du monde. Elle permet aussi d'identifier les mécanismes de survie de notre moi enfant. Donc, à l'intérieur de nous, on a un moi qui est enfant, qui, par des systèmes de croyances adoptés dans le passé, hypnotise et gouverne à son insu, bien sûr, l'adulte d'aujourd'hui. Donc, cette déprogrammation, elle est ressentie comme thérapeutique, une thérapeutique libératrice ou tout simplement comme l'éveil à notre véritable nature et à la conscience de l'unicité. On va parler de tout ça ce soir. Donc, cette désidentification qu'on retrouve permet de ressentir notre disposition naturelle à l'amour, donc une vibration très élevée, à la compassion, à la paix, et à demeurer dans la conscience sans contenu mental, qui est la joie sans objet. Donc, ce soir, je vous invite à découvrir, je vais les inviter directement en ligne, Bruno et Prabha. Un petit instant. Vous voilà avec moi ce soir. Coucou. Alors, Pierre Livon, Ça va? Bonsoir Thierry. Mais tu as tout dit, on n'a plus rien à dire. Non, ben pour commencer, j'ai une question à vous poser pour démarrer le live. Vas-y. Est-ce que vous êtes un couple heureux et sans problème, épanoui et dans l'amour absolu? Ah. Eh bien, nous nous aimons. Nous vivons ensemble depuis une bonne dizaine d'années. ça c'est vrai. Et ce n'est pas toujours sans problème. Ah merde. Voilà. Ah. Ah merde. Moi, je voulais la solution pour pas avoir de problème. Non, mais je vais te dire la différence. Mais si c'était à refaire, on recommencerait. Oui, tout à fait. Non, en fait, ce n'est pas un problème, mais il y a toujours de la clarité entre nous. On se dit choses, moi, je n'ai jamais vu une couple se dire des choses. Nous sommes un couple qui communique, qui vraiment parle. Et ça, c'est extraordinaire.
Parce qu'il y a une des caractéristiques des couples en général, c'est qu'il y a des choses qui ne se communiquent jamais. Alors que nous, en communiquant, ce n'est pas qu'on se raconte toute sa vie, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on est en train de faire. On a chacun sa propre vie, mais pour les choses fondamentales, on a une communication complètement ouverte. C'est au cœur ouvert et avec clarté. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose de fusionnel où on se sent complètement mélangé, où on ne sait plus où commence et où finit chacun. Justement. Et justement, si on peut dialoguer, si on peut se raconter ce qui se passe en nous, et c'est parce que on a une clarté de ce qui se passe chez l'un, de ce qui se passe chez l'autre. C'est un respect pour l'autonomie de chacun. C'est une clarté de l'autonomie de chacun. Et il n'y a plus ce conflit entre vouloir être fusionnel en fusion et puis entre la peur qu'on va se séparer. Il n'y a pas ce conflit entre séparation et fusion, séparation et fusion, séparation et fusion. C'est fini. Wow. Ça a été toujours comme ça, en fait. Alors, on ne va pas passer la soirée à parler de nous. Alors, justement, oui, on va commencer la soirée par parler de vous parce que j'aimerais déjà, vous présenter. Donc, Prabha, donc toi, tu es sud-américaine, donc tu es docteur et tu as en fait fouillé toute ta vie pour découvrir des choses extraordinaires à travers des chamans, à travers la psychologie, à travers le monde un petit peu ésotérique. Tu as rencontré plein de maîtres et puis tu t'es aperçu un jour que tu n'avais pas forcément les réponses et tu te sentais pas forcément mieux jusqu'à ce que si je résume bien, jusqu'à ce que tu découvres l'auto-questionnement. Est-ce que j'ai bien résumé un peu ta vie? Déjà, quand j'étais au Mexique, dans la première partie du livre, je raconte une expérience extraordinaire avec les chamans du nord de mon pays, les Huichols, où j'ai expérimenté une substance psychoactive qui s'appelle le peyote. C'est un mescalito, c'est un cactus. Et là, j'ai vécu une expérience de la fragmentation mentale dans laquelle je vivais. Une fragmentation, j'avais une sensation de moi avec beaucoup d'observateurs et beaucoup de voix et beaucoup et déjà, cette expérience m'a donné, sans le savoir, la clarité. Et après, quand j'ai commencé le processus d'auto-questionnement des années plus tard, j'ai compris qu'est-ce que voulait dire cette vision. Et j'ai passé, je ne te dis pas, j'étais au Mexique, donc j'ai eu la possibilité de rencontrer les grands thérapeutes bioénergéticiens, j'ai pratiqué la bioénergie, la hypnose, tu ne peux pas, mais à fond, quoi, j'étais vraiment à fond. Et tout ça ne m'avait pas donné la clarté. Tout ça ne m'avait pas donné la clarté. Et puis, j'ai rencontré, qui s'appelle Stephen Wolinski, et avec lui, j'ai commencé ce processus d'auto-questionnement. Et c'est là que je me suis rendu compte quand se raconte cette histoire. Il y a des pensées complètement occultes, enfouies, et ces pensées, on croit être non pensées. C'est là que j'ai compris ça. On croit que l'existence est liée aux pensées qui nous viennent. Ok. Et toi, juste pour ne pas oublier Bruno quand même, Bruno, toi, on a un point commun, c'est parce que tu es un artiste aussi. Donc, tu es un artiste et très jeune, tu as compris en fait toutes les histoires que tu te racontais dans ta tête et tu as commencé justement ton chemin d'évolution très jeune, hein, c'est ça? Oui, très jeune. J'étais passionné par l'observation des animaux et je me suis mis à comparer leur comportement parfaitement spontané avec le mien qui était beaucoup plus apprêté et qui était le résultat, mon comportement, d'un tas de petites voix qu'il y avait dans ma tête, hein, d'une sorte de dialogue intérieur permanent. Et j'ai commencé à me demander d'où ça venait, comment ça se produisait et dans quel but. Comment ça se fait qu'on se raconte des histoires à soi-même alors qu'un renard court dans la neige après sa nourriture
probablement sans se poser des questions à propos de savoir s'il est un bon renard, s'il sait bien le faire. Il me semble que ça lui ferait perdre beaucoup de temps et qu'il serait beaucoup moins efficace. Ok. Exactement. Écoute, les amis, il y a des gens qui posent des questions. Donc, il y a Virginie qui nous demande comment vous rencontrez. Ben, Virginie, simplement, Bruno et Prabha vont donner un séminaire à Villeneuve le 3 et 4 mars. Donc, je profite déjà d'annoncer ça avant qu'on délivre un peu le contenu qui va être super intéressant ce soir. Donc, il y a certaines personnes qui me disent que le son n'est pas super. Donc, est-ce que vous entendez quand même ce qu'on dit? Mettez-moi dans les commentaires si vous entendez le son, parce qu'on a dû changer un peu de stratégie. Donc, je suis en train de partager le Skype parce que le logiciel que j'utilise habituellement ne fonctionne pas. Donc, dites-moi si c'est OK pour vous le son, les amis. Et puis, on va commencer tout de suite avec les relations de couple. Donc, Bruno et Prabha, ben, on est tout à vous. Pourquoi Bon. en couple, c'est compliqué? Ah, bien. Eh bien, reconnaissons, reconnaissons que lorsque nous nous parlons mutuellement, nous disons des choses, mais en même temps que nous disons à l'autre, ben nous nous disons à nous-mêmes. En particulier, nous nous posons des questions à nous-mêmes. Par exemple, est-ce que je suis correct dans mon élocution? Est-ce que je parle de telle façon qu'on va me comprendre? Est-ce que je suis efficace en somme? Est-ce que mon discours a une certaine valeur? Et cette auto-évaluation prend beaucoup de place. Et jamais je ne le dirai à Brabant. Je lui cache. Tout ça, c'est pour moi et j'en suis pas fier de tout ce ronron. Et donc, je parle de façon apprêtée, très correctement, etc. Mais en fait, pour répondre à mes inquiétudes internes. Donc, en fait, tu es en train d'imiter les gens qui nous racontent les histoires, c'est ça? Ben oui. En fait, on rencontre des gens qui nous disent comment ça se passe. Ce n'est pas que ça se passe entre nous comme ça, mais par exemple, lorsque des gens rencontrent une fille, un homme ou quoi, alors ils sont dans cette disposition d'esprit de se raconter à la fois eux-mêmes une histoire et de parler à l'autre. Donc, à ce moment-là, ils sont pas en relation. Parce que être avec l'autre, c'est être en relation. Et comment est-ce qu'on pourrait être avec l'autre si on est en train de se raconter des histoires pour agir d'une certaine façon, pour avoir une stratégie, pour être bien avec l'autre? C'est complètement impossible. Ben oui. Si je suis avec toi, je suis spontanément avec toi. Mais si je suis avec toi pour entretenir ou pour soigner des doutes, pour guérir des problèmes que j'ai avec moi-même, par exemple, si j'ai besoin d'apparaître comme ceci ou comme cela pour contrer les doutes, ben, je ne suis plus avec toi. Je suis avec moi, et si tu en fais autant, ben, c'est comme s'il y avait une sorte de paroi de verre entre nous. Exactement, ça c'est comme si là maintenant on est devant la caméra et si je suis en train de penser, ouh là là, il y a tas des yeux qui nous regardent, et c'est comme si on était dans une ruche, à l'intérieur d'une ruche, avec plusieurs yeux qui nous regardaient, alors je serais déjà effrayée d'être regardée par les autres, je ne pourrais pas parler naturellement là avec toi. Donc, il y a cette histoire de regard. Donc, dès que je me sens regardée par l'autre et je ne vois pas l'autre comme étant partie de cette unité absolue qu'on est, mais
je les vois comme étant séparés de moi. Et je suis en train déjà de projeter sur l'autre un regard jugeant, un regard évaluant. Et ça, c'est ce qui se passe dans les couples lorsque des personnes se rencontrent. Ils commencent à se raconter des histoires à propos d'eux-mêmes qui ne sont pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de leur tête. Donc, ils commencent à occulter des choses. Par exemple, une fille occulte qu'elle est anorexique et qu'elle est dépressive. Elle occulte ça à la personne qu'elle raconte et alors elle se montre très, très merveilleuse, très extraordinaire, mais elle ne dit pas la vérité. Ah, ok. Donc, tu es en train de me dire que parfois, quand on rencontre quelqu'un, on lui montre un masque, on lui montre un visage sans être complètement authentique avec qui on est vraiment. Oui, mais la question. On croit que nos pensées nous définissent. Mais la question. On croit qu'on est les pensées. Mais la question que j'aimerais te poser, donc ça, je pense que tout le monde l'a compris. Donc, que si on est avec quelqu'un, le but, c'est d'être complètement authentique sur qu'est-ce qu'on attend, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on tolère pas. C'est important de le faire. Mais comment le faire quand nous-mêmes, on ne sait pas vraiment qui on est, quand nous-mêmes, on a des questions et qu'on n'est même pas clair avec nous-mêmes, comment on peut l'être avec l'autre? Exactement. Alors, ce que tu dis là, la question est fondamentale. Nous avons en permanence des dialogues intérieurs, des petites voix qui nous viennent, et reconnaissons que les idées qui viennent à ces voix intérieures, nous ne les maîtrisons pas. Il y a un cas particulier où c'est évident, c'est lorsque nous n'arrivons pas à nous endormir parce que les idées récurrentes nous assaillent. On voudrait que ça s'arrête. Alors, je voudrais que ça s'arrête. Je voudrais que les idées s'arrêtent. Mais quelle est cette idée? Je voudrais que. D'où vient-elle? Je voudrais qu'une idée s'arrête. Ce je qui voudrait, c'est encore une idée. Je est une idée et vouloir, c'est une idée. Que ça s'arrête, c'est une idée. Au sujet d'idées qui viennent et je ne sais pas comment elles viennent. Reconnaissons que nous ne sommes pas maîtres. Nous ne sommes, et moi non plus, personne n'est maître des idées qui arrivent. Comment les idées arrivent? Je trouve que c'est un sujet vraiment crucial, absolument crucial. Tout à l'heure, tu as dit, nous avons un moi enfant dans la tête. Je suggère que les idées qui arrivent maintenant arrivent en cascade, en réflexe à des idées préalables, à des idées qui viennent de l'ambiance, à des idées qui viennent des autres, à des idées qui viennent de notre histoire, à des idées qui viennent de l'interprétation qui nous est venue de notre histoire, à des idées qui viennent d'interprétations qui nous ont été soufflées par nos parents ou par les adultes référents. Et aujourd'hui, les idées qui arrivent en réflexe à cette chaîne extrêmement longue d'idées qui ne s'arrête pas à la génération précédente, parce que la génération précédente était dans le même phénomène, elle aussi était assaillie par des petites voix qui n'étaient pas maîtrisables et qui venaient de la génération précédente. Ok, alors on va juste regarder les questions là. Donc il y a des gens qui me disent merci d'avoir traduit. On comprend pas trop l'accent de madame. Donc, c'est vrai que madame est sud-américaine. Donc, des fois, on a un peu de peine à comprendre. Donc, j'essaie de traduire au mieux. Donc, si ça vous convient, c'est bien. Madame, c'est Calderon. Prabha Calderon. Voilà. Il y a Stéphane qui nous dit, il est très impressionnant. Ce monsieur, c'est un vrai sage. Bruno, tu es un vrai sage. Bon, alors, les amis, je vais juste
traduire. Et Bruno, tu me dis si ce que j'explique correspond à ce que tu viens de nous dire. Donc aujourd'hui, si je prends mon exemple, j'ai 37 ans, hein, et donc j'ai tout un passé d'enfant, de la montagne, etc. J'ai eu des relations de couple avec des filles qui sont mal terminées, et j'ai eu des pensées, j'ai eu des idées. Et ce que tu nous expliques, c'est qu'aujourd'hui, à 38 ans, je suis en fait la somme de toutes les idées que j'ai eues depuis que je suis tout petit, mais que j'ai eues encore de ma famille, donc de mes grands-parents, et qui sont peut-être inconscientes. Tu n'es pas une somme d'idées qui te vient du passé. Elles ne te définissent qu'imaginairement, les idées qui te viennent du passé. Ouais. Mais tu es, comment dire, elles t'arrivent, elles ne te définissent pas, mais elles t'arrivent, ces idées. Ok. En plus, je vais essayer de parler clairement. Donc, en plus, ces idées qui arrivent, en fait, si on regarde bien, sont comme des bruits. Par exemple, c'est comme des piou-piou, comme des petites chantes d'oiseaux, ou comme des aboiements, comme des waouh, 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 comme des miaules, comme un chat qui miaule, miaou, miaou. Ce sont des idées auxquelles on accorde beaucoup d'importance, on donne beaucoup de signification à ces idées, mais en réalité, ces idées n'ont aucune signification. Donc, si je dis, oh, mais je ne vais pas être capable, je ne suis pas à la hauteur, ça c'est une voix qui parle, mais c'est un bruit. Et le problème, c'est qu'on croit que nos pensées sont réelles, que sont la réalité. C'est ça le problème. Croire qu'une pensée, c'est la réalité est le vrai problème. À tel point qu'instinctivement, il y a quelques instants, tu as dit, je suis le fruit d'idées qui viennent. C'est ça. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est… La somme, je suis la somme de toutes les idées. Oui. Il y a Sylvie qui nous demande, on comprend bien, mais quoi comme idée, par exemple? Que sommes-nous comme idée, par exemple? C'est une question. Alors, excellente question. Étant enfant, par comparaison avec mon père, je considérais, et mon Dieu, j'ai eu beaucoup de temps pour considérer que j'étais pas à la hauteur, que j'étais pas compétent, que j'étais petit, faible. Et lui, il était particulièrement remarquable dans le village pour montrer sa grande compétence. S'il la montrait tellement, c'est peut-être qu'il en doutait. Mais moi, enfant, je ne pouvais pas décoder ça. Et donc, j'ai reçu de lui en héritage ce doute qui s'est créé tout naturellement. Un enfant se compare à son père, à sa mère, à ses grands-parents. Et ça, c'est notre histoire à tous, de nous être comparés alors que nous étions tout petits. Alors que le poulain trotte derrière sa mère dans le quart d'heure qui suit sa naissance, nous tous, nous avons eu pendant des années des occasions multiples de nous comparer d'une façon défavorable aux autres. Et comme nous n'avions ni la notion du temps, ni la notion de l'espace, cette comparaison, nous la concevions pour toujours et partout. Et nous en avons pris l'habitude. Quand je parlais tout à l'heure de pensées qui viennent en réflexe les unes aux autres, eh bien, si on remonte la chaîne des pensées qui nous sont venues, et non pas de nos pensées, des pensées qui nous sont venues, eh bien, on arrive à ces premières pensées de l'enfant qui sont des définitions de soi catastrophiques. Mais qui ne sont pas la réalité. Et c'est imaginaire. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il compare, mais quand il compare, il croit que c'est moi. Ce fantôme de moi-même dévalorisé, c'est moi, j'existe par ce fantôme. Mais c'est un fantôme, c'est personne. Mais il croit vraiment exister par ce fantôme, à tel point qu'il le défend comme si la vie en dépendait ensuite. Je suis mes pensées, pense l'enfant.
Mais c'est une idée, encore une fois. C'est une autre idée, ça. Donc, quelque part, il y a la sensation d'avoir une forme d'une correction, d'être incorrect, d'être pas parfait. Mais alors, ce qu'on fait dans l'enfance, c'est commencer à mettre des stratégies en route complètement inconsciemment. On met ces stratégies pour devenir quelqu'un, pour devenir quelqu'un, pour devenir quelqu'un de bien meilleur, pour devenir quelqu'un. Simplement que c'est devenir quelqu'un est en fonction, c'est fait en fonction d'une prémisse de l'enfant de passé. Et donc, on met des couches de compensation, mais la petite voix des petits enfants qui se comparaient aux autres défavorablement reste enfouie. Et alors, on agit avec les compensations et apparemment, on va très bien. Ok. Alors, vous voyez, nous voyons tous, je pense, combien un enfant qui a grandi avec une sensation de manque, par comparaison avec ses géniteurs. Je manque de tout. Eux ils savent tout. Et moi, je manque de tout. Un enfant qui grandit avec cette sensation de manque et qui, à l'âge de jeune adulte, est toujours dans ces pensées qui l'assaillent, de risquer de ne pas être ce qu'il devrait être, c'est-à-dire plus. C'est ça. Cette croyance, je suis moi. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il va chercher à se mettre en couple? D'abord, il faut quand même penser que le couple se forme pour des raisons physiques, hormonales, d'attirance mutuelle. Ben oui, ça existe aussi, ça. Mais aussi pour des raisons mentales. C'est-à-dire que si je crois, un instant, si je crois que je suis moi, je vais chercher à devenir plus en cherchant une compagne qui va m'aider à devenir plus. C'est ça. Mais attention que ce moi, chacun en a sa définition. Imaginons par exemple que je me crois en grave danger d'être incorrect. Je vais commencer. Un petit jeu de rôle, ok? Oui, parce qu'on a l'intention d'être clair et d'être compris. C'est pas facile parce que le sujet est complexe. Ok, non, alors je commence. Tu sais, moi, je ne vais pas le dire, hein. Je ne vais pas le dire que depuis toujours, je ne me sens pas aimée. Le pire, c'est que je ne me sens pas digne d'être aimée. Et je viens de rencontrer cet homme magnifique qui est intelligent, brillant, extraordinaire. Et moi, je ne me sens pas digne d'être aimée. Alors, mais écoute, moi, c'est comme tu veux. Je me suradapte parce que je t'admire et je me suradapte à toi. Ah oui, autrement dit, on peut choisir la maison que je veux, on peut choisir la voiture que je veux, le genre de vie que je veux. Et si je veux rien, qu'est-ce qui va se passer? Mais écoute, si tu veux bien, peu importe, je me suradapte. Voilà. Tu peux choisir, je serai toujours conforme, je serai toujours d'accord. Je suis d'accord avec toi, toujours, je me suradapte. Alors, évidemment, je ne vais pas lui dire, mais moi, je sens la stratégie de séduction. Elle essaye de me dire que, quoi que je veuille, elle le voudra aussi. Mais c'est pour que, évidemment, je m'attache à elle. Mais non, mais attends. Une chose que je n'ai pas dit, c'est que si je me suradapte, c'est pour obtenir de l'amour. Parce que je crois que si je me suradapte, je vais obtenir de l'amour. Alors, en fait, mon façon d'agir avec lui, c'est à partir d'un manque. Je manque d'amour, je ne suis même pas digne d'amour et je vais faire de sorte de me suradapter à lui pour recevoir de l'amour. Est-ce que tu m'aimes? C'est une première rencontre. On va apprendre à se connaître. Mais moi, je suis
Ton personne, c'est. Je te me crois. l'adapte. Ah oui, je te crois. Oui, oui. Alors, ce que je ne lui dirai pas, ce que je ne vais surtout pas lui dire, c'est que moi, j'ai le projet de me mettre en couple pour être quelqu'un de bien. Parce que tu penses que tu n'es pas quelqu'un de bien. C'est parce que j'en doute que je suis quelqu'un de bien. Alors, je veux devenir quelqu'un de bien en me mettant en couple avec quelqu'un de bien. Mais quelqu'un de bien, c'est pas tout à fait suffisant. Je voudrais être vraiment quelqu'un vraiment bien, si possible impeccable. Mais vraiment, l'amant super amant, le mari super mari, vraiment quelqu'un de très, très, très bien. D'ailleurs, je ne sais pas très bien jusqu'où mettre la barre pour me sentir vraiment bien. C'est un doute existentiel que j'ai depuis toujours. Je doute vraiment d'être quelqu'un de bien. Alors, évidemment, dans mon souci d'être impeccable, ben, son envie d'être aimé, son envie d'aimer, j'ai envie d'en faire quelque chose. D'ailleurs, je peux pas lui dire non, parce que lui dire non, ça serait vraiment pas impeccable. Donc j'ai l'impression que pour être impeccable, mais je vais me laisser faire, mais je vais pas lui dire. Donc finalement, ma stratégie de séduction, ça va être de faire la belle personne impeccable et donc j'ai un compte en banque bien garni, j'ai une position sociale tout à fait rassurante, bref, les gens ont une bonne opinion de moi. Je vais lui raconter tout ça, bien sûr, pas directement comme ça, parce que ça le ferait pas, mais je vais m'arranger pour qu'elle le sente. Mais observons que pendant cette stratégie. Non, mais on fonctionne très bien, toi et moi. Ah ben oui. Ben oui, on est un couple parfait. Ça finit par faire un couple. C'est-à-dire que les besoins de l'une résonnent avec les besoins de l'autre. On est couple. Apparemment. On est couple fonctionnaire. Moi, je me souhaite à toi pour ton impeccabilité, tout en train de me faire plaisir, mais on fonctionne très bien, toi et moi. Ah, oui, oui. Eh bien, moi, j'appelle pas ça un couple. J'appelle ça deux solitudes qui s'entretiennent et qui entretiennent leurs doutes. C'est ça. Alors, dans un premier temps, ça va produire effectivement une lune de miel. Et puis les hormones aidant, ça va même éventuellement permettre de passer d'excellents moments. Et avec le temps, si mon petit vélo dans ma tête tourne toujours dans le même sens pour qu'au fil de la journée et de la nuit, je ne pense qu'à être la bonne personne impeccable, le bon amant, bien, toujours impeccable et qui ne pense qu'à ça, ben, ça risquerait peut-être de devenir ennuyeux. En tout cas, pour moi, ça va être ennuyeux. C'est pas la vie, ça, de tourner toujours dans la même petite roue d'écureuil. Si bien que, ennuyé par mon petit vélo qui tourne, je vais finir par en chercher une autre pour trouver un peu de variété. Alors que, en fait, la non-variété, elle se produit là, ben je vais chercher de la variété ailleurs. C'est ça. C'est passionnant ce que vous dites. J'aimerais juste regarder un peu les commentaires parce que il y a des questions et les gens adorent la mise en situation. Donc, les amis, si vous aimez ce qu'on vous partage ce soir, mettez un cœur, mettez un pouce bleu. Je vais traiter juste les questions. Donc, j'ai 2 ordinateurs juste pour vous expliquer. C'est pour ça que je regarde à gauche pour voir quelles sont les questions. Donc là, si il y en a parmi vous qui se sentent dans la relation de couple en train de se suradapter à l'autre, mettez un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire quel est votre ressenti. Et puis, si vous êtes retrouvés dans l'histoire que Bruno et Prabha nous ont partagée, mettez également un commentaire. Ah ben, on reçoit plein de cœurs sur Facebook, c'est génial. Alors, il y a une fille, il y a une fille qui dit qu'elle se retrouve complètement en Prabha. Il y a une autre fille qui dit que vous êtes énorme, vous êtes magnifique. J'adore. Il y a une fille qui dit, il y a Sylvie qui nous dit, moi aussi, je me sens pas aimée. Je suis née avec une maman qui m'a rejeté toute ma vie.
Peut-être que ça vient de là. C'est une question. Ben oui, et là, je voudrais dire que le problème d'avoir été rejeté, parce que je ne doute pas que ce soit possible, c'est fixe dans le mental, c'est fixe dans l'émotion, c'est fixe dans le corps, la sensation de manque. Alors, cette sensation de manque est quelque chose qu'on porte comme une valise et on l'amène dans l'interaction de couple. C'est ça le problème, la sensation de manque. Donc, on essaye de remplir la relation, il manque qui vient de passer. Mais cette sensation de manque, si on va à la investiguer, on va voir que c'est imaginaire. Parce que l'amour est là. L'amour est là sans objet, indépendamment si on a été aimé ou pas. Donc, si on a été aimé, tant mieux, ça a été très beau, très bien. Mais si on n'a pas été suffisamment aimé, ce n'est pas pour autant que l'amour manque. L'amour est ce qui se présente ici, là, maintenant. Mais voyons comment la croyance que l'amour manque arrive. La croyance que l'amour manque. Donc, il y a des gens qui croient qu'il manque. Okay. Comment cette idée arrive à l'enfant? Observons. Un enfant ne se sent pas accueilli ou se sent rejeté ou, à tort ou à raison, il interprète des choses de telle façon qu'il ne se sent pas aimé. Mais attention, cette idée, exactement comme on a vu tout à l'heure que le réflexe, une idée me définit, c'est une idée me définit, c'est une idée, mais le réflexe est là. Mes idées me définissent, c'est une idée, mes idées me définissent, mais le réflexe est là. Mes idées me définissent. Alors, l'enfant, il lui arrive l'idée « je ne suis pas aimé ». Eh bien, cette idée, aussitôt arrive, cette idée me définit. Autrement dit, j'existe en tant que pas aimé. Ouais. J'existe en tant que manquant d'amour. C'est comme si je suis ça, comme si je suis le manque. Comme si je suis le manque lui-même. Et comme la focalisation de l'attention, c'est sur le manque, alors je ne vois pas l'amour qu'il a, je ne le ressens pas. Voilà. Donc, c'est impossible. Avec ce cas de figure-là, c'est si on a cette croyance-là de manquer d'amour, due à une situation qu'on a vécue quand on était plus jeune, il est carrément impossible de vivre une relation avec quelqu'un qui soit épanouissante. On est d'accord? Oui, mais voyons comment c'est impossible. L'idée est venue, je ne suis pas aimé. L'idée est venue par-dessus, c'est mon idée et elle me définit, c'est moi. Donc, l'idée arrive, si c'est moi et que c'est ma vie, alors je défends cette idée. Je défends l'idée que j'existe en tant que pas aimé. C'est ce qui arrive à l'enfant. Et alors, par exemple, ça donne, par exemple, une femme qui se sent attirée à un homme, mais un homme extraordinaire, séduisant, attractif et tout ça. Mais cet homme, naturellement, lui, c'est son histoire, naturellement, il se sent attiré à plusieurs femmes. Alors, la personne qui manque d'amour va se suradapter à cette situation ou bien va faire de sorte de ne pas le voir, d'entrer dans une espèce de déni. Et une fois que cette personne a entré dans le déni, elle va continuer la relation comme ça jusqu'au moment où le déni ne fonctionne plus. Et alors, elle se rend compte que cet homme a plusieurs relations ou des autres relations, et c'est là qu'elle va dire, ça prouve bien que je ne peux jamais trouver l'amour, ça prouve bien que je ne suis pas aimée. Wow. Mais en fait, elle s'est attirée comme une magnet de la situation.
Donc, tu Alors, es en train de me dire, pour résumer, là, après, je prendrai peut-être une ou deux questions. Une fille, justement, qui a cette croyance-là, elle va être au courant que son copain la trompe et qu'il a plusieurs femmes, mais elle va se dire, oh non, mais je vois pas, je veux pas voir. Et elle va rester dans cette situation à cause qu'elle croit qu'elle n'a pas de valeur ou qu'elle n'a pas de, qu'elle mérite pas parce que l'amour. ça confirme qu'elle existe bien en tant que pas aimée. Donc, ça Mais- confirme son idée. Voilà, elle confirme sa exemple, propre idée. un exemple plus simple que vous avez tous rencontré, certainement. Un homme, un jeune homme ou une jeune femme qui est dans cette croyance, issue de ses croyances d'enfant, et qui rencontre quelqu'un et qui se voit briller dans les yeux de l'autre, et qui se dit, c'est pas possible. Ça n'est pas moi qu'on regarde comme ça. Cet homme ou cette femme, en me regardant, s'illusionne. C'est pas possible qu'on soit amoureux de moi. Wow. Puisque j'existe en tant que pas aimé. Et si jamais l'autre insiste, mais c'est pas vrai, et puis c'est pas du vrai amour, et puis de toute façon, il ne m'aime pas comme j'ai besoin d'être aimé. Bref, Wow. il y a négation. Ouais. Il y a négation parce qu'il y a mise en danger d'une croyance fondamentale qui est née dans la toute petite enfance et qui est toujours là. Ouais. C'est ça. Alors, la proposition, c'est peut-être pour pouvoir avoir une relation où il y a la clarité, de la transparence, c'est très important d'aller à comprendre quelles sont les idées, les définitions qu'on se fait de soi, qu'on croit être. Et une fois qu'on est clair de ce qu'on a cru être ou de ce qu'on croit être, la clarité de la clarité est le moment qu'on se rend compte que tout ça, ce sont des idées, que tout ça, c'est de l'imaginaire, que ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas les aboiements des chiens, nous ne sommes pas les petits chants de oiseaux, nous ne sommes pas tous ces petits voix qui sont dans la tête. Ce que nous sommes, c'est cette conscience, cette extraordinaire conscience d'être. C'est l'existence même qui est indéfinissable. Et dans cette réalisation, alors la relation est possible. Wow. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit c'est complexe, mais très réaliste. Et il y a une dame qui dit, en gros, on crée dans la matière pour valider nos croyances et pensées intérieures. Est-ce que c'est bien résumé? On crée dans la matière. Elle dit, en gros, on crée dans la matière pour valider nos croyances et pensées intérieures. Et ce n'est pas dans la matière, c'est que notre attitude attire la conséquence de notre attitude est menée par nos pensées, si on les croit vraies. Mais je crois que c'est ça que cette personne a voulu dire. Je vais jouer un rôle à nouveau. Okay. Je vais jouer un rôle. Je vais demander à Brahma, dis-moi que tu m'aimes. Et si Brahma me dit qu'elle m'aime, eh bien, si je suis dans le personnage que j'ai joué tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui est en grave danger de ne pas être impeccable, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être plus, alors je vais essayer d'entendre dans le je t'aime de Brahma, je vais essayer d'entendre tu es plus, tu es impeccable, tu es formidable. C'est ça que je vais chercher dans le je t'aime. Et si je ne le trouve pas, ou si je crois ne pas le trouver, eh ben, je vais être en manque, tout simplement. Ouais. Et si Brahma, qui se croit, elle, structurellement, depuis l'enfance, en manque d'amour, si je lui dis je t'aime, alors? Ben, je vais être très contente, mais je vais faire tout pour que tu arrives à me prouver que tu ne m'aimes pas. Oh là là, c'est la galère. C'est le merdier. Voilà. Et là, pour faire simple, on est en train de caricaturer un petit peu. C'est-à-dire que
Prabha, elle adopte un personnage sans amour. Moi, j'adopte un personnage qui cherche l'impeccabilité. Mais assujettir la sensation d'exister à un concept, il y a moyen de le faire avec beaucoup de concepts variés. Ah bah c'est clair. Ouais. Ok les amis, si vous aimez ce qu'on partage avec vous ce soir, mettez un pouce bleu, mettez un cœur. Je vais prendre une question là avant d'aller plus loin, Bruno et Prabha. C'est une question qui nous dit si de telles pensées existent, faut-il pas faire un travail sur soi-même avant même de se mettre en couple? Bah, je crois que le travail, je crois que Prabha a répondu à ça tout à l'heure, mais vous avez compris la question? Oui, oui, tu veux parler ou c'est moi qui parle? Répète la question. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire un travail sur soi-même avant de se mettre en couple? Moi, je trouve que, bon, en fait, c'est une expression, le travail sur soi-même. En fait, nous ne l'appelons pas comme ça. Nous préférons dire allons découvrir tous ces mots qui parlent là, tu vois, c'est comme une grande communauté des oiseaux qui est en train de penser, de parler, et quelques oiseaux font piou, piou, une autre fait une autre fait oh, oh. Et tous les oiseaux qui sont là ont le droit à l'existence. Toutes les pensées qui sont là ont le droit d'être là. Cependant, nous ne pouvons pas nous prendre pour les bruits que font les oiseaux, les chants des oiseaux. De la même façon, ce n'est pas un travail sur soi parce que ça impliquerait que c'est la réalité, que je suis sans valeur, ou que je suis non existante, ou que je suis toutes ces voix qui disent des choses. C'est plutôt aller se rendre compte que chaque voix qui parle, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que tu dois être. Ce n'est pas toi. Alors, je vais aborder le même sujet sous un autre angle. Lorsque je travaille sur moi, c'est une drôle de phrase si on l'écoute bien. Ouais. Donc, on vient de voir que moi, cette sensation d'existence, moi, en fait, cette sensation d'existence, elle est comme cachée, masquée par un paquet d'idées qui est venu à l'enfant et auquel l'adulte ensuite essaie de réagir. Ensemble, moi, c'est un paquet d'idées. Et Prabha dit un paquet de petites voix qui ressemblent à des voix d'oiseaux ou de chats ou de chiens, un paquet d'idées. Alors quand moi voudrais travailler sur moi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est une sorte de boucle autoréférentielle qui se produit. C'est-à-dire que les croyances à propos de moi vont essayer d'analyser les croyances à propos de moi. Voilà. Toi, tu te sens très incorrect, n'est-ce pas? Ben, là, j'essaie d'être correct avec cette phrase. J'essaie d'être compréhensible. Alors, le travail sur toi, c'est que tu deviens très correct. Voilà. Ah oui. Alors, ça, c'est la confusion, tu vois. Parce que si je me sens très incorrect, le travail sur soi, c'est pour devenir quelqu'un. Pour devenir quelqu'un, avoir l'idée de devenir quelqu'un. Ça, c'est le plus folie, quoi, qu'on puisse avoir. Devenir quelqu'un. On est la conscience absolue qui s'exprime là, dans ce miracle qu'est l'être humain, et on va devenir quelqu'un. Alors, ce que nous proposons, ce n'est pas de devenir quelqu'un, c'est un travail sur soi pour devenir quelqu'un. Ce que nous proposons, c'est aller découvrir tout ce qu'on croit être pour se rendre compte, ce n'est pas moi ça. Ce sont que des chants des oiseaux. Ici en communauté, il y a tout le monde a le droit de parler, mais ce n'est pas moi. Ouais, c'est ça. Et ça, cette découverte que je ne suis pas mes pensées, ça peut se faire avant la relation, pendant la relation et après la relation. Mais c'est juste extraordinaire en fait cette approche que vous avez. Donc, je sais pas les amis si vous êtes encore avec nous. Oui, encore du monde avec nous là. Ce que je trouve absolument extraordinaire dans votre approche, Bruno et Prabha, c'est que
c'est totalement différent de tout ce qu'on peut voir sur le marché. Actuellement, on regarde sur Internet le marché du coaching, le marché je les appelle des fois les gourous, et j'ai le sentiment que parfois, ces gens-là, consciemment ou inconsciemment, appuient avec leurs doigts comme ça sur le truc qui fait mal et font croire en fait aux gens qui doivent justement devenir plus, etc., etc. Et vous prenez le problème vraiment dans le sens inverse en disant aux gens, ce que tu es aujourd'hui, c'est déjà parfait. Il ne faut pas chercher à devenir plus. Il faut juste comprendre des idées que tu te racontes dans ta tête, c'est ça? Voilà, ce n'est pas une question de s'améliorer, ce n'est pas une question de se transformer, ce n'est pas une question de se transcender, ce n'est pas une question de s'illuminer, c'est une question de découvrir ce qu'on croit être pour se rendre compte que ce n'est pas ça que l'on est. Oui, mais pourquoi ce n'est pas la question? Pourquoi? C'est parce que si je travaille sur moi pour devenir plus ceci, plus cela, plus impeccable, ou plus aimé ou aimant, ou je ne sais quoi, si je travaille sur moi pour devenir plus, eh bien, ça entretient le doute, ça entretient l'idée que si je dois devenir plus, c'est parce que je suis moins fondamentalement. Attends, j'ai bugué là. Donc, si je veux être plus, c'est parce que je me sens moins. Voilà. Si je veux être supérieur, c'est parce que je me sens inférieur. Si je veux évoluer, c'est parce que je ne me sens pas évoluer. Votre coaching qui consiste à donner des recettes pour devenir plus entretient l'idée que fondamentalement je suis moi. Ouais, c'est ça. Alors que si nous faisons la somme des idées qui nous viennent en les prenant pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des idées, et que nous les installons dans l'espace comme une sorte d'objet intellectuel, comme un moi conceptuel, une idée de moi, voilà, qui est constituée de telle et telle idée qui me viennent. Regardons cet objet intellectuel fait, qui est lui fait de toutes ces idées. C'est pas moi qui suis fait de ces idées-là. Cet objet intellectuel qui est fait de ce paquet d'idées, et regardons cet objet intellectuel, comment fonctionne-t-il s'il a à propos de lui ces idées? Qu'est-ce qu'il se fait à lui-même avec ces idées-là? Et qu'est-ce qu'il fait aux autres? Alors, j'aimerais proposer une petite contemplation de quelques minutes. Est-ce possible encore? Oui, alors, est-ce que vous êtes encore avec nous là, les amis? Si vous êtes encore avec nous, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit cœur. Il y a Dr Prabha Calderon qui va nous proposer une petite contemplation. Donc, je vous invite à couper les distractions autour de vous, couper les portables et puis rester vraiment connecté avec Bruno et Prabha. On va faire un exercice super intéressant. Donc, mettez un cœur si vous êtes encore avec nous et puis Prabha, je te laisse nous guider. Ok. Donc, regardons que nos pensées sont binaires et qu'en fait, on a l'idée d'être ceci ou cela. Maintenant, si simplement on ressent notre corps, la respiration, et laissons les questions que je vais poser complètement en suspens. Sans dépendre des pensées, des petites voix qui se trouvent dans la tête. Suis-je parfait? Suis-je imparfait ou ni l'un ni l'autre? Sans dépendre de ces pensées, des pensées venues de l'extérieur, sans écouter toutes ces voix, sans s'accrocher à toutes ces voix que se passent dans la tête. Venues de l'histoire. Venues de l'histoire. Suis-je incorrect? Suis-je correct? Ou ni l'un ni l'autre? Sans dépendre de toutes ces pensées venues de l'histoire, sans dépendre des associations, des idées, des définitions, des concepts que je me fais sur moi, suis-je sans valeur? Est-ce que j'ai beaucoup de valeur? Ou ni l'un ni l'autre?
sans dépendre des présupposés, des idées, des pensées venues de l'extérieur et de l'histoire. Suis-je quelqu'un d'incapable? Suis-je quelqu'un de super capable? Ou ni l'un ni l'autre? Sans s'accrocher à toutes ces voix qui se passent dans la tête, toutes ces pensées venues de l'extérieur et du passé. Toutes ces interprétations de l'histoire. Sans s'accrocher à toutes ces interprétations de ce que je peux être ou ne pas être. Est-ce que je suis adéquate? Est-ce que je suis inadéquate? Ou ni l'un ni l'autre? Sans s'accrocher aux interprétations du passé à propos de moi, suis-je seul dans un monde hostile? Suis-je en lien et protégé? Ou ni l'un ni l'autre? Sans s'accrocher à des interprétations du passé, sans s'accrocher aux pensées, aux idées, aux associations, sans dépendre de tout ça, est-ce que je suis inexistante? Est-ce que je dois prouver mon existence? Ou ni l'un ni l'autre? Sans s'accrocher aux interprétations du passé. Oui, sans l'activité mentale, sans tout ce brouhaha dans la tête, sans toutes ces idées provenant du passé. Suis-je petit, faible, sans pouvoir? Suis-je grand, fort, nanti, ou ni l'un ni l'autre? Sans le mental, sans cette activité mentale, sans les pensées qui en découlent, sans toutes ces interprétations venues du passé, suis-je vide d'amour, en manque d'amour, en manque de capacité à le donner, à le recevoir, ou suis-je au contraire structurellement plein ou pleine d'amour, ou ni l'un ni l'autre? Sans interpréter le passé, sans toutes ces interprétations qui viennent du passé, suis-je supérieur, suis-je inférieur, ou ni l'un ni l'autre? Et sans cette activité mentale toujours débordante, suis-je sage, suis-je fou, ou ni l'un ni l'autre? Voilà. C'est intéressant, c'est hyper intéressant en fait. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, que la réponse est toujours la même. C'est ni l'un ni l'autre. Ben oui. Exactement. Suis-je complet, suis-je incomplet, ou ni l'un ni l'autre? Il n'y a pas moyen de définir ce que tu es. Nous ne pouvons pas se définir. Cependant, nous ne pouvons pas ne pas être. On est. Et cette existence, cette être qu'on est, nous ne pouvons pas la définir. Chacun est différent et chacun est ineffable. Il n'est pas possible, il n'est pas concevable, ni de placer quelqu'un au-dessus ou en dessous de quelqu'un d'autre, ni de définir qui que ce soit. Et pourtant, nous n'arrêtons pas de nous le faire à nous-mêmes. C'est ça. Et curieusement, nous n'arrêtons pas de nous le faire à nous-mêmes dans l'espoir de nous rassurer. Parce que si je dis « je suis », il semblerait que ce n'est pas suffisant. Il faudrait que je sois ceci, que je sois cela, et que je sois en plus ça. Oui, mais tout ça en réponse à la peur de ne pas être ce que je devrais être pour me sentir bien, pour me sentir être, pour me sentir être avec les autres. C'est moi, chaque fois que je suis en connexion avec vous, je reprends conscience en fait du travail qu'on a fait. Parce que en fait, j'ai fait 3 jours de coaching avec Bruno et Prabha. Et puis, comme je viens d'une famille judéo-chrétienne, bah, puis même de la famille dans laquelle je viens, j'avais aussi des idées comme tout le monde. Et en fait, un truc qui me pesait chez moi à l'époque, c'était la culpabilité. Et je peux vraiment dire de manière transparente que quand j'ai passé 3 jours avec vous,
bah, c'est comme si j'avais une espèce de gros manteau lourd de culpabilité que j'avais complètement enlevé. Donc, c'était vraiment 3 jours qui m'ont littéralement changé la vie. Donc, moi, je vous invite, les amis, si vous voulez découvrir toutes les histoires que vous racontez, à nous rejoindre. Donc, on va se voir le 3 et 4 mars à Villeneuve, en Suisse. Donc, si tu es là et puis tu nous regardes, bah, j'ai mis un lien. Si tu veux savoir comment t'inscrire, comment venir au séminaire, bah, écris-moi un commentaire ou un messenger. Il y a un lien donc, dans les commentaires ici où vous allez pouvoir nous rejoindre. Donc, je vous invite vraiment à venir découvrir Bruno et Prabhas. Si aujourd'hui, tu rencontres des conflits, tu rencontres des difficultés dans ta vie, c'est vraiment un coaching qui n'a rien, mais alors absolument rien à voir dans tout ce qui se fait sur le marché et le monde du coaching habituellement. Sans dénigrer quoi que ce soit, je trouve que c'est complètement différent. Thierry, c'est un vrai trésor pour nous d'avoir quelqu'un comme toi qui comprend notre travail et qui relaie nos idées. Et c'est vrai que ce que tu viens de dire, je me suis enlevé un manteau de culpabilité. C'est ça qui se passe avec tout le monde qui vient ici. Tout le monde se sent coupable de quelque chose et il se lève le manteau, quoi. C'est vraiment merveilleux. C'est comme ça. Il y a des gens qui demandent le lien, donc je vous laisse peut-être continuer. Je vais être un peu absent. J'ai juste partagé le lien aux gens qui le demandent. Donc, on peut continuer, vu que le thème, c'est la relation de couple. Peut-être on peut continuer là-dessus. Bon, alors, on pourrait continuer à dire que les passés, quand on dit je ne suis ni parfait ni imparfait, c'est parce qu'un concept ne peut pas exister sans l'autre concept. Si je crois que je dois être parfait, c'est parce que je crois au concept d'imperfection. Ou si je crois que je suis imparfait, c'est parce que je crois au concept de perfection. Et alors, les conséquences de tout ce qu'on met dans un seul concept, c'est énorme. Ce n'est pas une seule petite phrase ou une petite mot. On met des autres concepts, on parle de concept à concept à concept. Pour finir, on a une représentation linguistique faite avec des concepts de définition à propos de soi. Et quand on voit cette représentation linguistique comme un personnage, comme un fantôme pour lequel on s'est pris, on commence à voir que ce fantôme, ce personnage, ce n'est pas nous. Et alors, un espèce de réveil occulte. Se passe un réveil. On se réveille d'une transe hypnotique à propos de ce personnage ou fantôme qu'on a cru être. Alors, en ce qui concerne ce concept binaire, observons cet effet étrange que vous connaissez peut-être intimement. Si je crois depuis la petite enfance que j'existe en tant que seul, mais une solitude lourde, une solitude difficile, une solitude qui va avec une sensation de danger. Si je crois que je suis dans cette situation, que c'est mon existence d'être seul et en danger, bien sûr, je vais chercher à l'âge adulte à réagir en cherchant à me relier, en cherchant à devenir une autorité autour de laquelle les gens vont se rallier. Mais si j'obtiens complètement ça, alors je vais à nouveau être dans le doute. Est-ce bien moi qui suis là? Puisque moi, c'est quelqu'un qui est dangereusement seul. Et ce doute va me ramener à cette sensation première d'être structurellement en danger de solitude. Mais ce danger de solitude va me pousser en avant, va m'amener à travailler sur moi, va chercher à me relier aux autres. Et je vais repartir de l'autre côté du balancier. Et je vais passer ma vie comme ça, d'un bout à l'autre, de ce concept binaire. Solitude, reliance. Évidemment, la proposition, c'est trouver ce point zéro, un point qui est préalable, préalable à cette balancier. Tu vois, il y a un point qui est préalable à cette balancier.
Et cette foi, c'est vraiment ce que tu es. C'est le plus petit, des plus petits, des plus petits, et le plus grand, de plus grand, de plus grand. Ce n'est pas ni grand ni petit, c'est ce qui est. Et pour découvrir, pour ressentir cette évidence que Prabha vient d'énoncer, eh bien, il faut voir, découvrir, par l'auto-questionnement ou autrement, mais nous, on connaît cette solution, par l'auto-questionnement des croyances à propos de moi, découvrir comment la croyance est venue, découvrir l'histoire de la création, comment la croyance est arrivée. Ok. C'est ça l'objet de l'auto-questionnement. De découvrir que c'est illusoire, quoi. Pour découvrir que c'est illusoire. Donc, le 3 et le 4 mars, les amis, je vous ai mis dans les commentaires en dessous de ce live le lien pour nous rejoindre. Mais il faut quand même qu'on soit clair avec les gens. C'est quand même un coaching qui, on va pas caresser les gens dans le sens du poil. Moi, j'ai le souvenir d'un coaching qu'on a fait ensemble en Suisse, le dernier séminaire qu'on a organisé ensemble. Il y a des gens qui ont quand même pris des bonnes claques. Hein. Donc, il faut quand même être prêt à vouloir vraiment changer. Donc, si vous voulez nous rejoindre le 3 et le 4 mars, vous allez vraiment découvrir quelque chose de nouveau. Mais ça se coud, hein. Et en plus, c'est merveilleux parce que vous êtes la jeunesse, quoi. Nous sommes déjà en train de partir. Vous êtes la jeunesse, vous êtes là pour voir que, en fait, le changement, c'est possible, mais c'est pas un changement pour devenir quelqu'un. C'est le changement d'arrêter de croire que vous êtes ce que vous avez cru être. Ça, c'est la découverte la plus extraordinaire que vous puissiez faire dans votre vie. Alors c'est vrai, Thierry, que c'est pas facile le travail que nous proposons, parce que depuis l'enfance, nous avons cru défendre notre existence par nos idées. Nous avons cru exister par les idées qui nous sont venues des générations précédentes. Nous invitons à découvrir que nous existons de toute façon, que nous ne pouvons pas ne pas être, Ça. avec ou sans idées. Ouais. Nous ne dépendons pas des idées pour être, pour exister. En tout cas, ce sont des idées qui dépendent de l'existence pour être là, mais les idées sont qu'illusoires, quoi. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils sont prêts à venir prendre des claques le 3 et 4 mars, donc c'est bien. Non, mais là où j'aimerais encore… je traiterai les questions tout à l'heure, mais il y a juste un truc qui me vient à l'esprit maintenant. Ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas chercher à devenir quelqu'un qu'on n'est pas. On ne peut pas chercher à devenir plus compétent ou plus ceci ou plus cela. Mais la société actuelle, avec Internet, avec les réseaux sociaux, où on nous pousse un petit peu à la star system, où j'ai l'impression qu'on veut mettre l'idée dans la tête des jeunes que s'ils veulent être quelqu'un, ils doivent devenir une star sur Internet ou des trucs comme ça. Donc, ça va pas vraiment dans le bon sens, en fait, ce qu'on observe. Non, mais il y a une confusion, tu vois. Il y a la confusion d'être quelqu'un, être un star. Nous ne pouvons pas être un star. On peut s'améliorer dans une profession pour arriver au bout d'une compréhension de cette profession. Mais ça ne dit rien de toi. Ça ne dit pas que tu es supérieur ou inférieur. C'est ça la chose. Tu peux t'améliorer. Je pourrais m'améliorer dans la façon de parler le français. Mais ça ne dirait pas de moi que je suis supérieur ou inférieur. Le fait de ne pas pouvoir bien parler votre langue ne fait pas de moi ni supérieur ni inférieur. Ça ne fait pas de moi ni plus ni moins. Et ça, c'est la confusion. Et que dire de quelqu'un qui confond l'amour qui confond l'amour avec des idées au point de se mettre en couple pour obtenir ce dont il croit manquer. Ouais, c'est aberrant. Et là, énormément de couples sont fondés sur cette illusion. Sur l'ascension. Je vais devenir en m'alliant
à quelqu'un qui va combler mes manques. Et quand les deux pôles du couple sont dans cette croyance, ben, bonjour la catastrophe. Il y a déception. Ça dure éventuellement 2-3 ans. Et puis ensuite, il y a au minimum lassitude et souvent, ben, il y a une grosse colère. Voilà. Parce qu'il y a la sensation d'être floué, de ne pas avoir ce qu'on a cherché. Et d'être utilisé. J'ai une question là pour vous. Une fille, par exemple, qui vit cette situation de rencontrer des garçons qui vont juste l'utiliser une nuit, alors qu'elle rêve de rencontrer quelqu'un avec qui vivre quelque chose d'extraordinaire, mais elle rencontre tout le temps des gens, des garçons qui s'amusent avec elle une nuit et puis après qui ne l'appellent plus. Donc, où est l'idée, quelle idée cette personne se raconte qui lui fait vivre ce genre de situation? Mais ça, c'est difficile à dire. Si tu pourrais venir, ne fût-ce que les week-ends, on pourrait parler par Skype, si tu veux, pour voir un peu, pour regarder un peu quels sont les systèmes de croyances qui amènent ça. Mais la façon d'agir, parce que quand tu as une croyance, alors tu vas agir d'une certaine façon. Alors, c'est difficile de dire ici. Oui, je ne pourrais pas. On ne peut pas répondre directement à cette question au sujet de la personne à laquelle tu penses. Par contre, on peut dire ce que ça pourrait être. Ok. Voilà. Alors, on pourrait très bien imaginer une jeune femme qui aime passer une soirée avec un homme et puis ensuite plus rien. On ne se revoit plus. Pourquoi pas? Maintenant, on pourrait imaginer une jeune femme qui se laisse faire, qui se laisse emmener dans le jeu de l'autre, qui se suradapte au désir de l'autre, parce qu'elle croit que de toute façon, elle ne vaut pas plus que ça, que si elle veut vivre une bribe, si elle veut avoir des miettes d'amour, il faut qu'elle en passe là, parce que de toute façon, elle n'en mérite pas plus. Alors, si elle est dans cette idée-là à propos d'elle-même, ça peut donner ce cas de figure que tu nous décris là. Oui, mais ça, c'est une explication. Ça pourrait être autre chose. Bien sûr que ça peut être autre chose. Alors, il y a une fille qui dit moi, on m'utilise pour mon corps, ni pour mon cœur et ma super gentillesse. Donc, je pense que c'est une affirmation où, Amélie, si tu veux reformuler peut-être la question, je la lis telle qu'elle, mais je la comprends pas. Elle dit moi, on m'utilise pour mon corps, mais pas pour mon cœur et ma super gentillesse. Je sais pas comment vous la comprenez. Oui, ça veut dire qu'elle ressent qu'on se sent attiré à elle physiquement, qu'on passe un bon moment avec elle à niveau corporel, sexuel, tout ça. Et puis, on ne l'aime pas pour ce qu'elle est, pour son cœur, pour ce qu'elle est. Et en effet, c'est la même explication que vient de donner Bruno. Il faut découvrir, c'est très important de découvrir quel est le système de croyance qui maintient cette situation. Okay. C'est-à-dire, j'enfonce une porte ouverte si j'affirme que entrer en relation, c'est complexe. Ça ne s'invente pas, ça se produit ou pas. Une relation s'installe ou pas, ça se décide pas. Maintenant, il peut arriver que sans qu'il y ait de relation, l'un se serve de l'autre comme d'un objet. Voilà. Il y a plusieurs façons d'utiliser les autres. Hein. J'ai parlé aujourd'hui à quelqu'un qui ont parlé d'utiliser les autres comme un objet d'information. Par exemple, c'est de croire qu'on est des objets d'information pour les autres et de ne pas sentir qu'on est avec l'autre, mais on est comme un petit professeur, objet d'information. On est un objet sexuel. On est un objet, je ne sais pas, pour remplir le vide psychoaffectif de quelqu'un. On est un objet pour que l'autre se sente bien dans son image.
on est un objet pour beaucoup de choses. Donc, la utilisation mutuelle, on va la reconnaître, et elle est attachée à des systèmes de croyances de soi, à propos de soi. Et quand on reconnaît les systèmes de croyances, ce type de choses change complètement. De façon pratiquement, ce type de choses disparaît. On arrête de se faire utiliser et d'utiliser les autres. Ok, alors Amélie, donc Amélie confirme qu'elle se sent comme un objet. Donc Amélie, je te conseille vivement, je ne sais pas si tu es en Suisse, je ne sais pas où tu habites avec Facebook, on est un petit peu partout dans le monde, mais si tu es en Suisse, je t'invite à venir nous rejoindre le 3 et 4 mars avec Bruno et Prabha, ou alors on organise un Skype avec eux pour passer 3 jours. C'est vraiment un super, super moment que tu vas passer. Tu vas découvrir pourquoi aujourd'hui peut-être tu te sens comme un objet et pourquoi tu vis ces situations-là. Donc voilà, il y a des gens qui disent super vidéo, c'est tellement vrai. Donc moi je vous remercie les amis, c'est vraiment. Si vous avez des questions, on peut passer. Vous avez encore 10 minutes, Bruno et Prabha? Oui. Ok, donc si vous avez des questions, les amis, posez des questions dans les commentaires en dessous. Si ça vous a aidé, mettez un pouce bleu ou un cœur. Et sachez qu'on organise un séminaire en Suisse le 3 et 4 mars. Donc, si vous voulez nous rejoindre, il y a le lien que j'ai mis dans les commentaires. Et puis, si d'autres sujets avec Bruno et Prabha vous intéressent, laissez-moi un messenger ou un mail. On peut peut-être les réinviter sur la page pour traiter d'autres sujets. On a des sujets des fois qui me viennent que moi, je ne peux pas répondre. Par exemple, il y a une cliente qui me parle de pervers narcissique. Je n'ai pas forcément les clés pour y répondre, mais je sais que Bruno et Prabha ont leur propre idée par rapport à ça. Donc, j'attends vos questions, les amis, et puis on passe encore une dizaine de minutes ensemble. Mais peut-être sur le thème de l'utilisation, je ne sais pas si ça t'intéresse. L'utilisation, c'est quelque chose qu'on connaît depuis la petite enfance. Par exemple, si on a une maman qui en fait avait une vie psychoaffective énorme, une sensation de manque énorme, elle ne peut pas s'empêcher, même si elle est une très bonne maman, elle ne peut pas s'empêcher d'utiliser ses enfants pour remplir son vie psychoaffective. Si quelqu'un a eu, par exemple… Et il en résulte que l'enfant croit qu'il existe par l'utilisation qui est faite de lui. Ouais. Et qu'il n'existerait pas s'il n'était pas utilisé. Par exemple, et donc on confond amour avec utilisation. Ou par exemple, un père pourrait utiliser un enfant pour faire comme une prolongation phallique. Ça veut dire tout ce qu'il n'a pas réussi dans sa vie, toutes ces pensées négatives à propos de lui, qu'il n'était pas capable de réussir ceci ou cela. Maintenant, il va utiliser son enfant pour se prolonger à partir de lui et finalement réussir quelque chose qu'il croit manquer. Ça va faire un enfant qui croira qu'il existe par le projet qu'on a pour lui, qu'on a sur lui. Et qu'en dehors d'un projet sur lui, il n'existerait pas. Alors, il y a des cas où, par exemple, un enfant qui a une mère ou un père avec un trouble mental, sans se rendre compte, ces parents qui ont des troubles mentaux utilisent les enfants pour maintenir leur équilibre, entre guillemets, un équilibre mental. Ça fait par exemple des enfants qui deviennent les parents de leurs parents. Ouais, c'est ça. Et qui croient que c'est structurel, ou bien ils sont au service de faire exister les autres, ou bien ils n'existent pas, ou bien ils sont dans le doute d'exister. Alors, définir ce que c'est qu'une relation entre un homme et une femme, ou entre deux femmes et deux hommes, c'est pas la question. Définir ce qu'est une relation entre deux personnes, c'est impossible. C'est comment dire, indéfinissable une relation. Ça se produit, ça se développe, c'est indéfinissable. Par contre, voir comment deux solitudes s'affrontent ou vivent l'une à côté de l'autre sans pouvoir se rencontrer,
C'est vrai. Alors ça, on vient de citer des exemples de la façon dont ça peut se produire. Par exemple, si j'ai eu un père qui était dépressif et tout le temps malade, mentalement dépressif, et j'ai exercé le rôle d'être une petite fille qui allait le sauver. Alors, je vais vouloir trouver un homme à qui sauver. C'est ça. Oui, mais moi j'ai besoin d'indépendance. J'ai pas besoin qu'une femme m'écrabouille comme ça en permanence à me dire comment est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. Je ne supporte pas. Oui, mais alors, moi, je vais chercher l'homme qui me convient. Eh ben, Bon. Ben, en tout cas, c'était génialement. On pourrait parler encore pendant des heures et des heures, et je pense qu'on va pouvoir organiser d'autres lives sur Facebook. Il y a des gens qui disent alors ça va peut-être vous faire plaisir. Il y a Ahmed Aïe qui dit Thierry, tu viens de nous faire découvrir ce soir une grosse pépite d'or avec cette vidéo. Donc vous êtes des pépites d'or, les amis. Mais toi aussi, tu en es une. Merci. Merci pour ce compliment. On est très flattés. Du point de vue pratique, tout à l'heure, tu as dit qu'on pouvait prendre contact avec nous par Skype. C'est vrai que nous sommes vraiment contents de prendre contact avec qui veut prendre contact avec nous par Skype gratuitement pour faire connaissance et pour voir de quelle manière éventuellement l'auto-questionnement pourrait répondre aux besoins. Il faut passer pour notre site pour trouver nos emails à autoquestionnement.fr. Alors, www.autoquestionnement.fr. Autoquestionnement en un seul mot dans Google et vous nous trouvez. Alors, je note dans les commentaires autoquestionnement.fr. Et pour les Suisses, rejoignez-nous le 3 et 4 mars. Ça va être 2 jours qui vont changer votre vie et c'est pas du marketing, c'est pas des promesses en l'air, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu. Donc c'est pour ça que je le partage avec vous ce soir. Donc les amis, si ça vous a plu, laissez un pouce bleu. Moi je vous embrasse, je vous dis encore beaucoup merci Bruno et Prabha, c'était vraiment génial. Je me réjouis d'arriver le 3 et 4 mars. Merci à tous. On t'embrasse Thierry, on vous embrasse tous. Et je vous invite à lire le livre de Bruno et Prabha. Donc je passe à l'écran ici. Donc moi et moi-même. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était super intéressant. Il y a des gens qui disent merci énormément. Donc c'est Marguerite aussi qui dit merci. Donc je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. À très bientôt pour un prochain live Facebook sur la page Thierry Darblay. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Ciao.